Salut à tous. On va juste attendre une minute. C'est- C'est bon? Ok. Du coup, on va commencer pour la session de live de cette semaine. On va pas faire du code et on va faire, je vais vous faire une présentation. Ça sera sur l'analyse d'un projet technique et la méthodologie et les méthodologies de travail. On va voir plusieurs choses et ça sera intéressant. La première chose, c'est que on montre vite fait la structure de la séance. Donc, avec l'issue de votre campus, on a mis en place un scénario d'un projet. On va voir les détails tout à l'heure. Les besoins de clients, les compétences nécessaires pour l'équipe de dev, les méthodologies de travail, qui est la partie la plus importante dans la presse, et la gestion d'un projet technique. Donc, on va voir tout ça. Pour le projet, faire, c'est quoi? L'idée du projet, c'est un client veut créer un système de mise en relation entre les jeunes développeurs qui cherchent un job ou un stage et des recruteurs. Excusez-moi, j'ai un peu de latence au niveau des slides. Ok, c'est bon. Du coup, on a un client qui veut créer un système de mise en relation entre les jeunes développeurs qui cherchent un job, un stage, et les recruteurs. Pourquoi? C'est pour combler le fossé entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs et pour faciliter la recherche et le suivi des offres d'emploi, simplifier la démarche de recrutement pour les recruteurs. Les besoins de clients. Excusez-moi, j'ai un petit problème de latence. Déjà, de base, sur OBS, il y a de la latence par rapport à cette question. Je t'apprends en France. Et les besoins du client. Donc, les besoins du client sont une application web dynamique. Le client veut faire, c'est un scénario fictif, juste pour vous rappeler. Il veut avoir deux types de profils, demandeur d'emploi, recruteur, création d'un compte pour les deux types, ajouter des annonces pour les recruteurs, modification et suppression des annonces, euh, la possibilité de postuler à des offres d'emploi ou de stage pour le demandeur d'emploi, le suivi des candidatures pour les deux types, la suppression et la modification des candidatures, la suppression et la modification des comptes
ainsi qu'un système de chat ouvert entre tous les utilisateurs de l'appli, un système de statistiques, un système d'ajout, ainsi de suite. Donc, il va ajouter beaucoup d'autres fonctionnalités. On va voir non seulement dans cette session, parce qu'en gros, le projet est divisé sur plusieurs sessions. Donc, chaque suite de chaque campus, il va faire une étape, il va faire une phase de dev ou de conception dans les phases de création de ce projet. Donc, j'ai commencé par la première étape, qui est la présentation de scénario, toutes les fonctionnalités et le scénario fictif. Et après, on va parler des méthodologies de travail. Donc, pour créer une application, on a besoin de compétences. On a besoin d'une équipe qui a un bagage surtout technique, parce que c'est les hard skills, c'est parmi les choses les plus importantes. Donc, on a besoin aussi d'une personne pour se mettre en contact avec le client, pour prendre les besoins du client, pour dire quels sont vos besoins, quel est votre budget, ainsi de suite. Donc, sur des sujets techniques et non techniques. Il y a une équipe technique aussi de développeurs web, étant donné que l'application du client est une application web, qui ont des compétences de développement front, développement back-end, et au moins un minimum de DevOps. Le rôle de l'équipe technique, là, on parle d'une façon générale. Après, on va entrer dans les détails selon la méthodologie de travail. Donc, le rôle de l'équipe technique, c'est de comprendre l'idée du projet, sa charge de travail, les compétences techniques nécessaires, organiser selon la taille et ce qui est demandé dans le projet, la taille de l'équipe du front, la taille de l'équipe de back, qui va faire des tests, qui va s'occuper du DevOps, ainsi de suite. Faire bien évidemment une phase de recherche pour choisir le meilleur tech stack pour l'application. Donc, quand on dit tech stack, ça veut dire la partie technique. Donc, quelle technologie on va utiliser pour le front, pour le back, quel outil de travail on va utiliser pour faire le suivi de notre avancement sur le projet, ainsi de suite. Préparer l'environnement de travail pour tous les développeurs. On ne peut pas commencer un projet sans avoir mis en place un environnement stable et pareil pour tout le monde, parce que c'est très important. Et bien évidemment, la chose qui va prendre plus de temps en tant que développeur, c'est de coder, tester, gérer la partie technique du projet, ainsi de suite. Le tech stack qu'on a choisi pour ce scénario-là, moi je vais parler vite fait, après on va voir dans dans les sciences suivantes en plus de détails. Donc, on a choisi du MySQL parce que c'est un système de gestion de bases de données relationnelles. Et étant donné qu'il y a des relations entre nos données, c'est le choix approprié. En plus, il est très compatible avec plusieurs langages et technologies. Pour la partie back-end, on a choisi Python, puisque Python est simple et efficace. La syntaxe du Python est conçue pour être lisible et claire. Une large gamme de bibliothèques et de frameworks. Donc, il y a un vaste écosystème. Donc, on a énormément de frameworks, de librairies, de modules open source et gratuits. La polyvalence, donc on peut faire de la programmation procédurale, programmation un peu fonctionnelle mais limitée, de la programmation orientée objet. C'est très facile pour faire des tests avec. Euh, la communauté aussi de la technologie qu'on choisit est importante parce que si on a besoin de plusieurs outils, donc s'il y a plusieurs librairies, plusieurs technos reliés au langage qu'on choisit, ça peut jouer sur la charge de travail et sur la durée de développement du projet. Donc, ce sont des choix très importants qui vont jouer sur le long terme, sur la durée et la charge du travail surtout.
Pour la partie front, on a choisi un écosystème classique et obligatoire parce qu'on ne peut pas faire du front sans faire du HTML, du CSS, du JavaScript. Mais on a aussi choisi de faire du React.js parce que React est basé sur des composants réutilisables. Donc, on peut définir par exemple un formulaire, on l'écrit une seule fois. Après ce formulaire-là, on peut l'appeler dans d'autres composants. Donc, je parle de ça vite fait maintenant, mais vous verrez en détail quand on va faire le live coding pour la partie front. Comme librairie, il a été développé par Facebook en 2013, si je ne me trompe pas. Il y a une, euh, une énorme gamme de librairies et de frameworks aussi pour du React. Si on a besoin, par exemple, d'un composant pour des formulaires, on peut trouver par exemple, si on aura besoin d'un module de calendrier, on peut trouver facilement. Euh, Et même, pour être sûr de notre choix, on peut aller aussi sur les pages GitHub des librairies qu'on va choisir. Donc, si on voit que l'entreprise ou l'organisme qui développe la techno, il est réactif sur les GitHub issues, il y a beaucoup de questions et de réponses, les gens sont réactifs sur Stack Overflow, sur d'autres forums, donc ça reflète qu'on est sur la bonne voie. C'est des petites choses comme ça qui peuvent vraiment jouer un rôle très important sur le projet après. Et pour les outils et les autres techs, j'ai balancé vite fait et sans trop rentrer dans les détails. Donc, pour le DevOps, on va utiliser Docker. Pour les autres outils et les solutions, on va utiliser Git pour faire la gestion de version de notre code, GitHub pour héberger notre code. VS Code, on verra dans une prochaine session comment configurer notre environnement de travail sur VS Code. Et peut-être qu'on fera de l'hébergement et de testing. On va passer aux méthodologies de travail. Donc, il y a principalement deux types de méthodologies de travail, donc les non agiles et les agiles. On va commencer par voir les méthodologies non agiles. Ensuite, on va voir les méthodologies agiles. Du coup, c'est quoi une méthodologie non agile, les caractéristiques de base? C'est une méthodologie séquentielle et fixe, c'est-à-dire les projets suivent une séquence linéaire où chaque phase doit être terminée avant de passer à la phase suivante. La planification initiale doit être détaillée parce que, étant donné que c'est pas agile, on ne peut pas avancer et retourner en arrière. Donc, il faut vraiment bien définir la documentation, les périmètres de projet, le cahier de charge, ainsi de suite. D'où le changement est restreint parce que les modifications sont difficiles à intégrer et à implémenter pendant la phase de développement du projet. Les livraisons en fin de cycle, donc vous verrez vraiment la différence quand on va rentrer dans les détails. Contrairement aux méthodologies agiles, on fait beaucoup de dev. Après, on fait de la livraison du projet, de la mise en production. Et on verra dans quel cas c'est utile, dans quel cas c'est pas productif. Une documentation exhaustive, étant donné que le changement est difficile, il faut vraiment très détailler, se mettre d'accord sur tous les points de ce qu'on attend de ce projet-là. Les rôles et les responsabilités doivent être bien définis, les tests en fin de processus et le focus sur la conformité. C'est-à-dire, on met l'accent sur le respect des plans initiaux et des exigences établies. On peut trouver plusieurs méthodologies non agiles. Parmi ces méthodologies-là, il y en a le Waterfall, Prince2, qui veut dire Projecting Controlled Environments, le CPM, le cycle en V, ainsi de suite. Moi, je vais parler en détail des deux méthodologies non agiles. Après, on va passer aux méthodologies agiles.
Mais avant ça, on va voir les critères d'une méthodologie agile aussi. L'agile, c'est quoi? C'est itératif et incrémental. Ça veut dire le développement par petites sections, on peut aussi appeler itération en sprint, permettant des ajustements réguliers. L'adaptabilité, l'un des points forts d'une méthodologie agile, c'est la capacité à intégrer des changements, même tard dans le cycle de développement du projet. Il est centré sur la valeur client, c'est-à-dire on priorise la priorité donnée aux besoins et au retour d'informations du client pour délivrer un produit qui apporte de la valeur. De la collaboration continue, parce que des interactions régulières avec les membres de l'équipe, avec les retours des clients, parce que le client il peut tester au fur et à mesure en phase de dev. Du coup, selon ces feedbacks-là, on peut par exemple, on va se dire, bah, les points sur lesquels on s'est mis d'accord, il y aura des changements. On veut changer telle fonctionnalité, on veut se débarrasser de tel point, on veut mettre à jour ça. Ah, selon nos besoins, maintenant, cette fonctionnalité est plus importante que l'autre, et plus prioritaire. On s'adapte selon les retours de l'équipe et les besoins des clients. On a besoin aussi de l'auto-organisation, donc les équipes sont encouragées à s'organiser entre elles pour être plus flexibles et réactifs. Il y a beaucoup d'interactions entre le développeur front, back, avec le DevOps, ainsi de suite. Des livraisons fréquentes, étant donné qu'on est sur un système de cycle de sprint de quelques semaines. Donc, on va travailler sur les fonctionnalités, on livre, on teste, selon les retours. On va voir est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des problèmes, sinon on passe aux fonctionnalités suivantes. On va voir en détail parce qu'il y a plusieurs méthodologies agiles aussi. Beaucoup de réflexion et d'amélioration continue, de la communication directe aussi, ce qui minimise la documentation, étant donné que c'est flexible, c'est agile. Donc, on n'est pas obligé de faire comme pour les méthodologies non agiles, de faire, avant de commencer le projet, un cahier de charges très chargé, une documentation exhaustive et exigeante, étant donné que on est sur du agile, donc on s'adapte. On n'est pas obligé de bien périmètrer en détail, de détail, de détail. Parmi les méthodes agiles, il y en a plusieurs, parce que la plupart du temps, il y a une confusion entre le Scrum et le Agile. Le, le Scrum, c'est une des méthodologies agiles. On peut trouver le Lean, le Extreme Programming, le Kanban, le Scrum, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. On va commencer par les méthodologies non agiles. On va voir deux. Commencer par le Waterfall, c'est-à-dire la méthodologie en cascade. Donc, la méthode Waterfall ou modèle en cascade est une approche de gestion de projet traditionnelle qui consiste à suivre les phases séquentielles et linéaires. Donc, comme on peut voir juste à droite, donc on fait de la documentation selon ce qu'on veut avoir dans le produit. On fait de la conception et de l'architecture de notre programme. On fait l'implémentation de cette architecture-là. En plus ou moins, les étudiants des E20 sont en train de faire, ont déjà fait sur le projet Portfolio. Après avoir implémenté les fonctionnalités, c'est-à-dire le code, on fait des tests, on vérifie, et juste après, la dernière phase qui est la maintenance. Soit des mises à jour, soit des corrections de bugs, ainsi de suite. Pour aller plus en détail sur la méthode Waterfall, donc, il y a plusieurs points à voir. Il y a la taille de l'équipe, que le Waterfall est adapté à différentes tailles d'équipe, mais il est souvent mieux appliqué dans un contexte où il y a une équipe de taille moyenne, donc pas énormément de personnes.
pour éviter la complexité de la communication, parce que plus on est nombreux, plus il y aura des conflits, plus il y aura des problèmes de communication. La durée du projet, c'est mieux adapté pour des projets à durée moyenne, euh, sont bien comprises et peu susceptibles de changer au fil du temps. Parce que si on est sur un projet qui dure, je sais pas, disons 5 ans de développement, forcément, les technologies vont changer, le besoin des clients vont changer, l'écosystème, peut-être la situation économique de l'environnement de l'entreprise a changé. Donc, directement ou indirectement, ça va jouer sur le produit qu'on est en train de développer. Ou ce sont des choses auxquelles nous, en tant que développeurs, on ne fait pas gaffe, mais ça peut beaucoup jouer sur notre travail. Peut-être, par exemple, il y a des gens qui travaillent, disons, je prends un exemple comme ça. Disons, il y a des équipes qui travaillent sur des projets qui durent des années. Ils ont commencé à travailler sur des projets là avant la sortie des RGPD. Du coup, à la sortie des RGPD, au milieu presque à la fin de développement du projet, bah, peut-être si tu travailles pour une application bancaire ou gouvernementale, bah, ce sont des choses très importantes. Tu peux pas les négliger. Donc, des choses comme ça qui peuvent jouer sur la charge de travail, sur les choix des technos, ainsi de suite. Et les rôles, on peut trouver le chef de projet, donc qui est responsable de la planification et l'exécution et la clôture du projet. Un analyste d'affaires, donc il fait la collecte pardon, des exigences et de la documentation. Un concepteur de système ou un architecte logiciel, c'est quelqu'un qui fait de l'architecture du logiciel. Il pourrait être aussi le tech lead, donc c'est lui qui choisit le tech stack, qui fait la recherche, qui gère l'équipe technique. C'est quelqu'un qui a plus d'expérience que le reste des développeurs. Les développeurs, les testeurs et on peut avoir aussi le support technique de la maintenance. Donc, en tant que développeur, on peut jouer aussi le rôle de testeur et de support technique. Après, ça dépend de la taille de chaque équipe. Parce qu'on peut, par exemple, il y a des grandes boîtes où ils ont des développeurs et des testeurs dans la même équipe. Donc, leur rôle, c'est juste de tester. Voilà. Ou il y a aussi des QA engineers, donc Quality Assurance Engineers, ils s'occupent de vérifier la qualité du produit. Ils font des tests, ils assurent que les fonctionnalités respectent les règles et les besoins des clients. Les avantages et les inconvénients de la méthode en cascade. Donc, elle est facile à comprendre, à gérer grâce à des étapes bien définies, comme on a vu déjà, on voit déjà encore. La prévisibilité, étant donné qu'on se met d'accord sur la charge du travail, sur le budget, sur la durée, donc on peut mieux prévoir les coûts, les délais et les résultats. Donc, ça fait moins de contraintes pour le client et pour l'équipe. La documentation, étant donné que tout bien documenté et précisé avant la phase de développement. Les inconvénients, la rigidité. Donc, si on va avoir des changements, c'est un peu compliqué. Le risque accru, donc si une phase a des problèmes, cela peut affecter tout le projet, parce que c'est très descendant. Le retour en arrière, ça correspond au point précédent, donc c'est difficile. Et la découverte tardive des problèmes, étant donné que la vérification se fait après l'implémentation des fonctionnalités. Étant donné, plutôt contrairement à d'autres méthodes dont on fait, par exemple, le test-driven development, c'est-à-dire le développement guidé par des tests. Dans cette méthode-là, on fait des tests avant d'écrire du code. On fait nos tests unitaires et après on implémente nos fonctionnalités.
Dans quel cas on utilise le waterfall? Donc, la méthode waterfall convient mieux au projet où les exigences sont stables, le projet est clairement bien défini. On peut trouver cette méthode dans le domaine de la construction ou de la fabrication. Parce que dans la construction, tu te mets d'accord, tu prends un terrain, tu te mets d'accord sur le planning avec l'architecte, sur tous les points. Après, pour la construction, c'est difficile de retourner en arrière. Donc, la deuxième méthode non agile, c'est le cycle en V. Donc, le cycle en V, c'est quoi? Est aussi connu sous le nom de modèle de développement en V ou cycle de vie en V. Est une variation du modèle en cascade, waterfall qu'on a vu tout à l'heure, et qui met l'accent sur les tests à chaque étape de développement. Le diagramme à droite n'est pas très clair. J'ai mis un autre sur le slide suivant qui est plus lisible et plus clair. Donc, on voit que on commence de gauche à droite, donc on descend, après on monte. C'est pour ça qu'on l'appelle le cycle en V. On voit qu'à chaque étape, il y a une étape parallèle qui lui correspond pour, par exemple, les spécifications, il y a de la validation. La conception générale, il y a des tests d'intégration. La conception détaillée, il y a des tests unitaires, ainsi de suite. Donc, le cycle en V, en vrai, c'est un modèle de processus de développement qui illustre les relations entre chaque phase de développement et sa phase de test associée. Il souligne l'importance des tests à tout niveau de développement. Le processus commence par la définition des exigences et progresse vers le bas en passant par la conception et la construction, formant la partie descendante en V. Donc, on se met d'accord sur le projet, on fait l'architecture, la conception, on se met d'accord sur les technos. Après, on passe à la construction qui est la phase de développement. Puis, il remonte vers la vérification et la validation, formant la partie montante du V, où chaque étape de développement a une étape de test qui lui correspond. Donc, pour le cycle en V, pour les détails de cette méthode, donc pour la taille d'équipe, on peut, la méthode peut s'adapter à différentes tailles d'équipe, mais il est souvent utilisé pour des équipes de taille moyenne. La clarté des rôles et des responsabilités fait de ce modèle un bon choix pour les équipes structurées. La durée aussi, un peu comme la méthode Waterfall. Donc, c'est plus adapté pour des projets de durée moyenne dont les exigences sont connues à l'avance. Il y a aussi très peu de changements, euh, tout comme la méthode Waterfall. Les rôles principaux dans cette méthode, forcément, ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, on peut trouver des personnes dans des équipes qui portent plusieurs chapeaux. Donc, on a le chef de projet, donc c'est lui qui guide à travers ces différentes phases. L'analyse d'affaires, qui recueille et documente les exigences. Le concepteur, l'architecte, c'est lui qui conçoit. Les développeurs, les testeurs Q&A et les ingénieurs de maintenance. Les avantages de cycle en V, donc il y a les tests intégrés, donc on met l'accent sur les tests à chaque étape, ce qui peut aider à découvrir les erreurs plus tôt. Une structure claire, que chaque phase a des livrables et des processus de test bien définis. On a aussi de la documentation complète. La documentation est vraiment très, très, très chargée et complète pour chaque étape.
Les inconvénients, c'est un peu comme la méthode de Waterfall, c'est très rigide, euh, c'est pas agile, on peut pas retourner en arrière, ça casse le flow de travail. La gestion de changement est difficile. Ce qui est aussi un grand problème, c'est peut-être parfois la découverte tardive des problèmes. Donc, étant donné que on fait de la conception, après on vérifie, il vaut mieux vérifier en même temps en faisant de la conception. Sinon, peut-être que moi, ce que je suis en train de faire est relié à ce que quelqu'un d'autre est en train de faire. Du coup, si je fais quelque chose qui marche pas ou qui peut casser à d'autres fonctionnalités et qu'on découvre ça après, ça va être compliqué parfois. Il y a plusieurs autres méthodes non agiles. On a vu principalement les deux. Vous pouvez les voir. Il y en a plusieurs autres, donc je vous invite à si ça vous intéresse. Et on va passer à la première méthode agile. Il y en a plusieurs. On va commencer par le Extreme Programming. Donc, le Extreme Programming, c'est quoi? C'est une méthodologie de développement logiciel qui fait partie des méthodes agiles. Elle est conçue pour améliorer la qualité logicielle, la capacité de réaction au changement des besoins de clients. Donc, il y a beaucoup d'aller-retour de feedback. Il y a beaucoup d'itérations. La taille, pour faire de l'extreme programming, la taille d'équipe, elle doit être de préférence de taille moyenne, minimum de personnes à 12. La durée du projet, c'est flexible, donc, mais elle est conçue vraiment pour des itérations courtes, 1 à 4 semaines, avec des sorties fréquentes de nouvelles versions. Donc, des versions et des releases aussi. Les rôles principaux, donc on a le client. Dans cette méthodologie, le client il participe activement au développement donc en fournissant des exigences et des feedbacks qui participent à des réunions. Le coach qui assure que l'équipe respecte les pratiques d'extreme programming, les développeurs et les testeurs, bien évidemment. Et dans cette méthodologie-là, on peut faire beaucoup de pair programming, c'est-à-dire deux développeurs se mettent ensemble sur un seul ordi et deux discutent entre eux sur les problèmes techniques ou les fonctionnalités qu'ils vont implémenter. Il y a une seule personne qui va écrire du code, mais deux personnes qui réfléchissent. On appelle ça de pair programming. Donc, les avantages de cette méthode, il y a l'adaptabilité, parce que, étant donné que c'est une méthode agile, donc on peut s'adapter aux changements selon les retours du client, d'où le client il participe régulièrement à des réunions et il fait régulièrement des feedbacks. La qualité, donc les pratiques de développement et de test continu visent à maintenir une haute qualité du code, étant donné qu'on fait du développement et qu'on teste au fur et à mesure, et sur des cycles de quelques semaines, on implémente des fonctionnalités, on teste, on montre aux clients, selon le retour de clients. S'il y a des problèmes, on les corrige. Si on n'a pas, on passe au sprint suivant pour travailler sur des nouvelles fonctionnalités. La productivité, donc le travail en binôme, ce que je viens de dire, le pair programming. Donc, revue de code, tests fréquents peuvent améliorer la productivité. Les inconvénients, il y a le changement. Donc, peut tomber sur un client qui est indécisif, peut-être parfois un client chiant. Du coup, ça pourrait poser un problème au bout d'un moment parce que beaucoup de changements, ça peut entraver l'avancement de l'équipe. Les dépendances, donc il y a une forte dépendance à la communication et à la collaboration, étant donné qu'on a toujours besoin, pour respecter bien les règles de cette méthode, on est toujours en attente des feedbacks du client. Donc s'il y a des retards sur ça, donc ça peut ralentir le travail de l'équipe.
La documentation, étant donné qu'on est sur un modèle agile, donc on ne va pas exiger une documentation exhaustive dès le début du projet, donc ce qui peut être problématique pour certains environnements ou pour l'implémentation de certaines fonctionnalités. Et du coup, dans quel cas il vaut mieux utiliser cette méthode? Donc, on utilise le Extreme Programming particulièrement pour des projets avec des exigences incertaines ou changeantes, où le client peut être impliqué de manière continue. Donc, on est sûr qu'il vaut mieux, si on travaille en Chine et le client est, par exemple, en Colombie, déjà avec le décalage horaire, la communication peut poser un grand problème. Donc, dans ce cas-là, on va éviter cette méthode, je pense. Elle est moins appropriée pour les projets où la documentation est cruciale ou quand l'équipe est dispersée géographiquement. La deuxième méthodologie agile, c'est le Kanban. Donc, le Kanban, c'est quoi? C'est une approche de gestion de projets de production qui vise à optimiser le flux du travail et améliorer l'efficacité. Ça, c'est la définition générale. Pour aller plus en détail, le Kanban, premièrement, c'est un terme japonais qui signifie panneau d'affichage. Euh, cette méthodologie a été développée dans les usines de Toyota. Elle est basée sur trois choses. Donc, c'est l'image qu'on voit à droite. Basée sur la visualisation du travail à faire, donc les to-do, le travail en cours, le doing, et le travail achevé, le done. C'est ce que les étudiants en C20 qui sont en train de travailler sur les projets portfolio en train d'implémenter sur le Trello. Donc, le Kanban est flexible et peut être adapté à des équipes de toute taille, des petites équipes aux grandes organisations. Donc, dans le Kanban, contrairement à la méthodologie d'extreme programming ou à la méthodologie Scrum, il n'y a pas vraiment un rôle prédéfini, tel qu'un Scrum Master ou un Product Owner. On va voir ces rôles-là dans les slides suivants. Et on peut avoir un Kanban Master ou un manager pour optimiser le flow du travail. Donc, ça va dépendre de la taille de l'équipe. Si on est sur une dizaine de développeurs, il vaut mieux avoir un manager qui s'assure que tout se passe bien, aussi en cas de conflit ou de problème technique ou non technique. Chaque membre de l'équipe est responsable de la mise à jour du tableau Kanban et de la gestion de flux de travail. Parce qu'en vrai, vous allez utiliser cette méthode quand vous allez faire le projet portfolio parce que quand vous allez définir votre idée de projet, vous allez faire ce qu'on appelle les user stories. Donc, un user story, en vrai, c'est de se dire une seule fonction, une seule action que l'utilisateur peut faire. Par exemple, si je veux créer un site e-commerce, je dis, bah, je peux créer un compte. Donc, je mets un ticket, création de compte. Après avoir créé un compte, logiquement, je dois me connecter. Donc, l'utilisateur peut se connecter à son compte. Donc, chaque point, chaque action, chaque fonctionnalité est un user story. Et on va faire ces user stories-là. Après, on va les ordonner par priorité. Après, on va prendre chaque user story et la mettre dans un ticket. Donc, c'est les post-it qu'on peut voir sur le tableau. Et du coup, on va dire, bah, tel ticket va me prendre plus ou moins, je sais pas, 2 jours de travail, 3 jours de travail. Donc, on va définir les tickets, donc les fonctionnalités sur lesquelles on va travailler. On va assigner
un ticket à un développeur, ou deux, ça va dépendre, et on va mettre une deadline pour chaque ticket. Donc, ce qui est plus ou moins ce que vous êtes en train de faire sur les sessions de projet. Du coup, quoi d'autre? Chaque membre de l'équipe est responsable de la mise à jour du tableau et cette méthode est utilisée pour des projets continus et peut s'adapter à des projets de durée variable. Quels sont les avantages de la méthode Kanban? Donc, étant donné qu'on est sur une méthode agile, la flexibilité, parce qu'on peut s'adapter aux changements et aux exigences évolutives. La visibilité, c'est vraiment très simple et je pense que c'est une très bonne méthode de voir combien de charges de travail on a, combien de travail on a fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, ainsi de suite. L'efficacité aussi, donc ça nous aide à identifier les goulots d'étranglement et à réduire le temps d'attente. Et la continuité, donc ça nous permet aussi un flux de travail contenu sans des contraintes de sprint, parce que les autres méthodes agiles, on travaille sur des sprints de une semaine à 4 semaines ou de 2 à 6 semaines. Donc là, on ne travaille pas sur des sprints, on a des tickets avec des deadlines. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on fait du Kanban, on met des tickets sous forme de code couleur. Par exemple, par exemple, dans une équipe technique, euh, les personnes qui vont faire du front, on va leur dire, bah, vous aurez des tickets rouges. Les personnes qui vont faire du back, on va vous donner des tickets bleus. Les personnes qui vont faire des tests, on va vous donner des tickets verts. Les personnes qui vont faire du DevOps, on va vous donner des tickets jaunes, ainsi de suite. Donc, ça nous facilite aussi la visibilité de la charge de travail de chaque équipe, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, ainsi de suite. Les inconvénients, ça pourrait être aussi la surcharge, le risque de surcharger de travail, c'est le work in progress, donc le doing, la colonne qui est au milieu, n'est pas bien géré. Parfois, il y a un problème de prescription, donc manque de structure formelle, peut être un inconvénient pour certaines équipes, et la dépendance, donc peut être moins efficace dans des environnements où la collaboration inter-équipe est nécessaire mais difficile. Par exemple, je sais pas, il y a des grands projets sur lesquels on va travailler, sur des réunions ou sur des points en commun ou des discussions, on dépend des retours. On ne peut pas avancer sur les fonctionnalités sans avoir des retours de telle personne, de telle équipe ou d'une autre. Du coup, si cette personne-là n'est pas disponible ou elle ne travaille pas de la même façon que nous, ça pourrait être difficile. Par exemple, je sais pas, une équipe de dev qui travaille sur une application pour, euh, pour être garant sur Internet. Donc, il y a beaucoup de trucs législatifs et administratifs. Forcément, je pense qu'il va y avoir des juristes, des avocats dans l'équipe. Donc, si ces personnes-là sont des freelances, ne sont pas à temps plein dans l'équipe, donc tu vas devoir, en tant qu'équipe technique, t'adapter à leur disponibilité. Donc, ça peut casser le flux de l'avancement de l'équipe technique sur son travail. Il y a plusieurs cas. Il faut vraiment choisir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Il y a la méthode euh, la plus adaptée pour ta situation. La dernière et la fameuse. La dernière et la fameuse, c'est la méthode Scrum. Donc, Scrum, c'est quoi? C'est une méthode de cas de travail agile pour le développement des produits complexes. On l'utilise souvent pour le développement des logiciels, mais également elle est utilisée dans d'autres types de projets. En vrai, le Scrum, c'est un cadre de travail itératif et incrémental
qui aide les équipes à aborder des projets complexes et à livrer des produits de haute valeur de manière productive et créative. On va voir des détails dans les prochaines slides. Donc, le Scrum, dans quelle taille d'équipe, pour quelle taille d'équipe ils vont l'utiliser? On utilise Scrum avec des équipes de petite à moyenne taille, généralement de 7 à 9 personnes, mais cela peut varier parfois. L'important, c'est que l'équipe puisse rester suffisamment agile et communicative. La durée, la durée pour faire du Scrum, elle n'est pas fixe. Il est structuré en cycles appelés des sprints, donc, qui durent de 2 à 4 semaines. La durée totale du projet n'est pas fixe. On va passer aux rôles principaux dans la méthode. Donc, on a 3 rôles. Le PO, le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement. Donc, pour devenir Scrum Master, si ça vous intéresse un jour, il y a des certifs, il y a des examens qu'on peut passer. Vous pouvez devenir un Scrum Master certifié. Et il y a des gens qui font ça à temps plein. On peut même devenir un formateur Scrum. Il y a beaucoup de personnes, après des années d'expérience en dev, qui font de la gestion de projet, qui passent de dev junior en dev senior, après chef de projet et ou product owner ou Scrum Master. Du coup, il y a pas mal de personnes, cette étape-là, qui font du consulting et de la formation. Le product owner, c'est quoi son rôle? Donc, le rôle du product owner, c'est de définir la vision du produit, parce qu'il est chargé de définir la vision globale du produit en assurant qu'elle s'aligne avec les objectifs de l'entreprise et les besoins des utilisateurs. La gestion du product backlog. Donc, le backlog, en vrai, c'est, on va discuter, en gros, le product owner, c'est la passerelle, c'est le point de liaison entre le client et l'équipe de dev. Et du coup, il va communiquer plus avec le client, il va essayer de comprendre les besoins du client, quelles fonctionnalités, qu'est-ce qu'il veut faire le client, c'est une application web, mobile, autre, quels sont ses besoins, quelles fonctionnalités il a envie d'implémenter. Donc, les fonctionnalités, il va les mettre sous ce qu'on appelle un backlog, donc des tickets. L'utilisateur, il veut faire ça, tac. Tu veux avoir tel module, tac, un ticket, ainsi de suite. Donc, il y aura plusieurs tickets, comme on a vu, comme on voit dans l'image derrière, donc des post-it. Du coup, sur une colonne, il y aura ce qu'on appelle un backlog. Donc, chaque ticket constitue une fonctionnalité. Du coup, le rôle de PO, c'est qu'il maintient et priorise le backlog, c'est-à-dire la liste ordonnée de tout ce qui est nécessaire dans le produit et s'assure que les items sont clairs et compréhensibles. Il doit vraiment très bien être un bon communicateur et essayer de bien comprendre ce que le client a envie d'avoir comme résultat final. La planification des releases, donc il planifie aussi les sorties du produit, décide des fonctionnalités à inclure dans les prochaines releases, en fonction de la valeur commerciale et des retours clients. Les releases, ça veut dire que il y a les versions et les sous-versions, si je peux les appeler comme ça, c'est des releases. Maximiser la valeur. Donc, son rôle principal aussi est de maximiser la valeur produite par l'équipe de développement et de s'assurer que les fonctionnalités développées répondent aux attentes des clients. C'est pour ça que les méthodes agiles sont basées sur la satisfaction du client. C'est pour ça qu'il y a des sprints, on développe, on teste, on montre au client, le client il teste, on prend ses retours
Et après, on continue à implémenter des nouvelles fonctionnalités ou s'il y a des bugs ou il y a des changements. Donc, on retourne à ce qu'on a fait et on fait des changements pour répondre aux besoins de clients. Euh, le Scrum Master, donc, c'est quoi le Scrum Master? Donc, le Product Owner, son rôle, en vrai, c'est le point de liaison avec le client. Donc, c'est lui qui va communiquer plus avec les clients. Il va, si je peux dire, convertir les besoins de clients à l'équipe technique et transformer ça en backlog. Et de prioriser et d'organiser tout ça avec l'équipe technique. Le Scrum Master, son rôle, c'est d'être un facilitateur. Donc, il aide l'équipe Scrum à travailler ensemble et à prendre le cadre Scrum en facilitant les événements Scrum tels que le sprint planning, le daily Scrum, donc qui est le stand-up, d'où on fait le stand-up, le sprint review et sprint rétrospective. Donc, en gros, son rôle, c'est d'être entre le PO, le Product Owner, et l'équipe de dev. Donc, son rôle est de s'assurer que ces deux parties-là arrivent à bien appliquer et à respecter les règles de Scrum lors du développement du projet. C'est pour ça qu'il joue aussi le rôle du coach agile. Donc, pour l'organisation, la soutenance et l'adoption de l'agilité, la résolution des impédiments, donc il identifie et élimine les obstacles qui entravent la capacité de l'équipe à atteindre des objectifs de sprint. La protection de l'équipe, donc il protège l'équipe de développement des interruptions et des distractions externes, permettant à l'équipe de se concentrer sur les tâches à accomplir. On peut avoir, dans une équipe technique, on peut avoir des obstacles à cause des conflits en dehors de l'équipe technique, pour que ça crée pas des obstacles dans la phase de dev. Son rôle, c'est entre autres d'être le protecteur et de promouvoir l'amélioration continue. Donc, pour finir, le Scrum, c'est quoi? Pour résumer en vrai comment ça se passe. Donc, on fait la production du backlog. Donc, c'est-à-dire que le product owner, il va se mettre en contact avec le client pour comprendre ses besoins et de créer une liste pour prioriser les tâches du produit. Après, il y a les sprint planning, donc planifier le sprint en sélectionnant des tâches du produit backlog. Étant donné que le PO, avec des retours de clients et des retours de l'équipe technique aussi, parce que parfois, il va dire, bah, si le PO n'a pas de bagage technique, il va dire, moi, je veux implémenter ça et ça, c'est le plus prioritaire pour le client. Et si ces fonctionnalités-là dépendent d'autres fonctionnalités qui sont moins prioritaires, dans ce cas-là, bah, techniquement, parfois, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien discuter. Euh, un sprint, pour vous rappeler, dans la méthode Scrum, c'est une itération. Donc, ça me permet de travailler pendant une période déterminée, donc généralement entre 2 et 4 semaines. Le daily stand-up, donc c'est le fait de tenir une réunion quotidienne pour suivre l'avancement. Donc, pourquoi un stand-up? Pour éviter la réunionnite, parce que les réunions, ça peut durer des heures. Et l'objectif, c'est d'être debout, parce que c'est fatigant, et de se dire, et de dire juste l'essentiel et partir. L'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, les problèmes qu'on a rencontrés, si on a besoin d'aide sur quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on applique certaines choses, des méthodes agiles dans des codes. C'est pour vous préparer après à l'environnement de travail. Les sprint review. Donc, à la fin d'un sprint, fait l'évaluation du travail qu'accompli à la fin du sprint.
On a testé, on va voir selon le retour de client, selon les tests aussi de clients. S'il n'y a pas de fonctionnalité prioritaire, bah, on va attendre son retour. Et selon son retour, soit on fait d'autres choses, soit on met à jour des choses qu'on a déjà fait. Ou s'il y a des bugs aussi, ça va dépendre. Le sprint rétrospective, donc discuter de ce qui s'est bien passé, les points améliorés et planifier des améliorations pour le prochain sprint. Et bien évidemment, répéter, commencer un nouveau sprint avec la planification. Et quand on fait du Scrum, la première chose, c'est qu'on fait le sprint zéro. Donc, dans le sprint zéro, euh, on se met d'accord sur l'architecture, sur le tech stack, donc les technologies qu'on va utiliser pour le projet. Euh, quoi d'autre? La mise en place de l'environnement de travail pour toute l'équipe technique, préparer, organiser les, euh, les tickets sur le backlog, ainsi de suite. Et la dernière chose, l'équipe de développement, donc ils font le développement du produit, doivent être polyvalents. Eux aussi, ils doivent estimer le temps de travail, étant donné que c'est eux les techniciens, donc c'est eux qui savent mieux combien ça prend du temps pour faire telle ou telle fonctionnalité et assurer la qualité du software. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Ça sera tout pour moi. Bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.